Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus chez Carib ce soir. On est très heureux d'accueillir Damien Aubel pour un premier roman, mais qui ne montre à aucun moment qu'il est un premier roman. Merci, c'est flatteur. Un roman captivant, étonnant, légèrement pervers, soyons honnêtes. Pas tant que ça, quand même. Donc Possession, qui est paru aux éditions Incultes, Dernière Marge, il y a quelques semaines. Et ouais, un roman qui m'a vraiment énormément plu, qui m'a troublé, mais qui m'a beaucoup plu parce qu'il évolue dans une chose qu'on aime particulièrement dans cette librairie chez Carib, il évolue sur des frontières en fait entre les genres, entre les présupposés naturels des lectrices et des lecteurs, et puis entre ce qui se passe réellement, si on arrive à le savoir, à l'intérieur du roman. Et moi j'ai toujours trouvé ça passionnant, voilà, c'est des romans qui sont un peu indécidables. En fait, il y a évidemment plein d'indices possibles sur ce qui s'est passé réellement, mais à la fin, on est obligé de faire des choix et on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Donc, je vais évidemment pas raconter ce roman. Je suis pas sûr. Enfin, plein de romans sont pas racontables, Dieu merci. Et dire un peu quand même de quoi ça parle. Et puis après, je vais essayer de nous parler un peu de sa jeunesse parce que je pense que c'est intéressant aussi de savoir comment un truc pareil vient au jour. C'est un roman qui se passe dans un cadre universitaire, donc qui traite beaucoup des questions de transmission, de rapport entre maître-élève, maître-étudiant, ponte et étudiant en devenir qui lui-même a vocation à pas être juste un étudiant qui quittera la fac au bout d'un an, mais quelqu'un qui sera peut-être lui-même un jour doctorant, docteur, professeur. Donc il y a vraiment cet univers de l'université française. Alors, française, universitaire en général, mais il y a quand même des côtés très français. Et là-dedans, il s'est passé quelque chose d'atroce, vraiment atroce. Je sais pas si je vais oser le dire. Enfin bon, si. Il y a eu un crime vraiment sanglant. Et l'ensemble du roman est une enquête à propos de ce crime, donc qui va retracer le protagoniste, comment on en est arrivé là, comment ce crime a pu être possible. Et donc, il y a une enquête policière qui se déroule, mais il y a aussi une enquête journalistique. Et il y a un lien très très chouette entre l'enquête policière et l'enquête journalistique. Il y a des questions de contamination, de sources, de gens qui parlent, qui disent pas les mêmes choses. Bon, ça c'est déjà un énorme spoil, mais bon, il y a une question fondamentale de fiabilité de la narration qui est posée du début jusqu'à la fin. Qui là-dedans est en train de raconter n'importe quoi? Qui est un complet psychopathe? Qui raconte quelque chose, mais c'est un pur fantasme? Qui est un authentique malade au sens psychiatrique du terme? Sachant que ça, on va le dire quand même, le protagoniste principal, il est devenu Dieu. Et donc, ça l'a entraîné, ça lui a permis de faire un certain nombre de choses. Maintenant, est-ce qu'il est vraiment devenu Dieu? Est-ce qu'il raconte n'importe quoi? Est-ce qu'il est fou? Au-delà du fait qu'il a commis un crime, hein, j'entends. C'est un peu toutes les interrogations qui vont rester vivantes des premières pages jusqu'à la fin. Et j'ai aucune envie qu'on vous en dise trop sur la façon dont des réponses se proposent à ces différentes questions. Enfin, ce serait dommage. Voilà, vous voyez, ça semble un peu mystérieux, hein, mais je fais vraiment exprès pour que vous ayez quand même envie de lire le livre si vous l'avez pas déjà lu, en disant mais qu'est-ce qu'il y a exactement dedans? Parce que si on vous le raconte, c'est un peu triste. Donc Damien, ma première question en fait serait voilà, comme c'est un premier roman, on va en profiter d'où il est venu en fait ce Possession, dont le titre est monstrueusement significatif et en même temps soigneusement nébuleux. Voilà. Alors, bon, il y aura une première réponse simple, mais qui impliquerait mon psychanalyste et peut-être mon confesseur, c'est de dire que le psychopathe c'est moi et qu'il s'agirait d'un journal intime. Bon, je vous rassure tout de suite, ce n'est absolument pas le cas, ou en tout cas si c'est le cas, c'est de façon très très détournée, nébuleuse, comme tu disais, souterraine et inconsciente. Alors, la genèse... toujours un petit peu compliqué d'en parler. Disons très très rapidement qu'il y avait
de manière consciente, deux choses qui m'intéressaient. La première, c'était de me poser une question toute simple. Qu'est-ce que pourrait faire une intelligence d'ordre universitaire, c'est-à-dire habituée, rodée à cet exercice qui est l'exercice de l'interprétation? Qu'est-ce que ferait une intelligence universitaire qui, tellement rompue à cet exercice, le pratiquerait de manière folle et finirait par interpréter tout moment, tout événement, tout élément dans sa vie comme un signe et comme un signe d'élection. Donc ça, c'était le premier point. Je me suis dit, alors, le point de départ pour tout ce qui était peut-être des lectures, du bagage des lectures, c'était pas mal de lectures d'auteurs mystiques, donc et pour le mysticisme, en gros, pour résumer ça très très vite, qu'est-ce que c'est que le mysticisme? Eh bien, c'est trouver un petit peu partout des signes qui annoncent une élection, des signes qui annoncent une promotion à un rang, sinon divin, au moins un rang de sainteté. Et je me suis dit, bon ben voilà, au lieu de prendre les choses de façon religieuse ou philosophique, prenons les choses du côté du roman, poussons ça jusqu'au bout, et puis voyons un petit peu ce que ça donnerait en plongeant ça dans ce qui est le cadre naturel, j'allais dire le biotope naturel du roman, c'est-à-dire d'un côté la description d'un arrière-plan social, alors en l'occurrence et l'université et la province française. Et puis deuxièmement, ce qui est aussi un des bons biotopes du roman, si j'ose dire, c'est-à-dire le côté enquête criminelle, enquête policière dont tu as parlé tout à l'heure. Donc voilà, c'était un petit peu le point de départ, cette gageure, essayer de creuser un peu cette intersection entre d'un côté un arrière-plan mystico-philosophico-théologique, tout ce qu'on voudra, et puis d'un autre côté, ben voilà, cette bonne vieille armature du roman qui est une description in situ d'un milieu et d'un milieu particulier. Donc il y avait un petit peu ça qui m'intéressait, et puis il y avait aussi autre chose qui m'intéressait, c'était ben voilà, un peu la question du point de vue, ou plus exactement la question des stratifications des points de vue, c'est-à-dire le roman, en tout cas la grande partie. Oui, le roman est à la première personne, disons qu'il y a deux premières personnes dans le roman, mais la majeure partie du roman est à la première personne, et cette première personne-là, on peut dire, sans déflorer quoi que ce soit, qu'elle souffre quand même d'un certain nombre de problèmes psychiques, pour le c'est un euphémisme. Et je me suis dit, ben voilà, donc laissons toute l'attitude à ce personnage d'être le point d'ancrage pour le lecteur, d'être celui qui va décrire, qui va servir un petit peu de, pour employer un terme très à la mode aujourd'hui, de référent, et puis poussons ça un petit peu jusqu'au bout. Mais ce qui m'intéressait, c'était d'éviter d'avoir par rapport à ce personnage-là une distance qui aurait pu être la distance de l'ironie, qui aurait pu être la distance un peu froide ou un petit peu clinique, ou qui aurait pu être simplement une distance un petit peu postmoderne, voilà, une espèce de jeu métatextuel. Donc c'était un petit peu tout ça qui m'intéressait. Et puis, il y avait aussi cette idée que, eh bien voilà, si on a un personnage qui devient fou, pourquoi ne pas choisir ben, la plus grande folie qui soit, c'est-à-dire se prendre pour l'être absolu, donc pour Dieu. Donc voilà, bon, alors tout ça, c'était un petit peu tous les fils, un petit peu, de façon un petit peu brouillonne, qui se sont mêlés, qui ont formé une pelote et qui ont abouti à possession. Enfin, donc voilà, voilà, c'est un petit peu le point de départ. Et l'autre point de départ, je dirais de façon un peu plus stylistique. Là, je vais parler de manière macroscopique, pas de manière un peu microscopique. Parlons un petit peu du style. Moi, ce qui m'intéressait, je me suis demandé comment rendre cette folie interprétative, parce que c'est un peu ce dont souffle le personnage, comment la rendre dans la phrase elle-même. Et la réponse est venue très très rapidement. Je me demande même si elle n'a pas précédé le projet. Je me suis dit, ben voilà, ça va être la richesse du style, le côté un petit peu baroquisant, parce que ce côté-là baroquisant, c'est l'équivalent au niveau de la phrase, au niveau du mot, de la folie, du côté cinglé du personnage. Donc voilà un petit peu le point de départ, ou les points de départ, exactement. Alors, moi, je trouve que c'est une des choses qui est extrêmement réussie, enfin, par rapport à cette volonté ou à cette envie que tu avais, c'est effectivement la gestion de la distance et de l'absence d'ironie.
c'est qu'il y a un certain nombre de scènes qui sont des scènes tragiques ou qui sont des scènes comiques, mais qui sont traitées toutes en première intention, justement avec ce refus de la distance. Alors même que le roman baigne dans la distance de l'interprétation universitaire, de donner du sens aux choses qui n'est pas nécessairement immédiat. Il y a à aucun moment, alors il y a des moments qui sont drôles, mais c'est pas le ou les narrateurs en fait qui nous poussent à les voir comme drôles. C'est une question de l'actrice ou de l'acteur en disant mais non, mais c'est pas possible. Et puis là on hésite entre l'horreur et le parce qu'il y a des moments horribles, hein, il faut être honnête, et la drôlerie en fait des situations. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement réussi. C'est ouais, d'être resté très fidèle à cette tonalité justement assez clinique de du personnage, mais il n'y a pas de froideur. Le personnage nous explique, enfin l'un des deux personnages principaux, pardon, je risque de faire des désolé, nous explique de façon extrêmement sincère pourquoi et comment il en est arrivé là. Alors ce que ça met en jeu, et c'est ce que tu disais, que je trouve vraiment qui est très très intéressant, c'est quand même toute cette relation maître-élève, avec la part donc d'admiration, la part de mentoring, pour employer un terme terriblement anglo-saxon, et la part de mystère et d'humiliation qui va avec, de façon presque indissociable, tel que c'est présenté. Donc, est-ce que ça pour toi c'est une caractéristique du travail universitaire, ou est-ce que ça va dans un sens qui générait en fait cette folie? Alors, je connais un petit peu le milieu universitaire pour y être passé, donc non, je dirais pas nécessairement que c'est une caractéristique du milieu universitaire, même si effectivement c'est un des grands ressorts de ce qu'on a pu appeler le campus novel. C'est voilà quelque chose qu'on trouvera chez des Américains essentiellement, chez des Saul Bellow, chez des Foster Wallace aussi, c'est-à-dire les rapports de pouvoir, mais ce sont des rapports de pouvoir qu'on pourra trouver n'importe où. Il se trouve que, pour des raisons X, Y, je connaissais un petit peu ce milieu et qu'il m'était plus facile d'en parler, qu'il m'aurait été facile de parler, je sais pas moi, du milieu de la boucherie ou de la distribution, enfin tout ce qu'on voudra, mais il s'agit moins enfin il n'y a pas de prétention sociologique derrière, et Dieu m'en préserve, mais il s'agissait plus de me dire, bon ben voilà, là j'ai un schéma qui est un schéma qu'on peut repérer dans un certain nombre de milieux. En quoi ce schéma pourrait-il être symbolique? En quoi ce schéma pourrait-il être un analogue d'autre chose, de quelque chose qui tiendrait à cette opposition entre humiliation et domination? Donc voilà, ce qui m'intéressait, c'était moins de proposer une vue en coupe, une spectroscopie du milieu universitaire, que de me servir en les exacerbant, en allant jusqu'à la caricature. On a parlé tout à l'heure peut-être d'ironie d'humour, on pourrait peut-être même employer le terme de grotesque, en allant jusqu'au grotesque, comment dégager de ces schémas-là quelque chose qui pourrait servir à mettre en place eh bien autre chose, c'est-à-dire une réflexion peut-être peut-être un peu plus fondamentale sur la notion d'humiliation et sur la façon dont bien voilà, l'humiliation n'est peut-être pas seulement un rapport univoque, un rapport d'opposition entre un supérieur et un inférieur, mais aussi peut-être quelque chose que, un peu comme le fait mon personnage, je pense, qu'on peut se réapproprier, qu'on peut renverser, qu'on peut commuer en une espèce d'ascension ou d'assomption, pour rester dans un vocabulaire un peu religieux. Donc c'était moins le fait de proposer. En fait, il s'agit pas vraiment d'une satire à proprement parler, même si je reconnais volontiers qu'il y a des éléments satiriques. Il s'agissait moins d'une satire que de trouver un prétexte ancré, pardon, dans le quotidien, ancré dans le contemporain, pour pouvoir parler de relations qui seraient à la fois beaucoup plus primitives et aussi beaucoup plus nébuleuses. Donc c'est plutôt ce côté-là qui m'intéressait. Mais dans la manière dont tu le mets en scène, bon, là ça va arriver un petit peu, mais dans une des relations maître-élève, celle qui est centrale, probablement, hein, dans Possession, celle qui sert à la fois de déclencheur et de révélateur au sens presque photographique en fait de la chose,
effectivement avec un étudiant qui a de hautes aspirations intellectuelles, enfin qui est en recherche d'élection, enfin qui est prêt en tout cas à croire à sa propre élection, et puis d'un personnage de cacique qui va entretenir à la fois du mystère, beaucoup de mystère. Il y a une révélation, quelque chose de caché dont seuls les élus en fait pourront s'approcher, et puis qui va avec l'exacerbation de la méritocratie. C'est vraiment, il faut en être digne, il faut. Et puis la notion d'épreuve. Et pour revenir à ce que tu disais, c'est que dans ces épreuves qui vont avoir à être franchies par les aspirants, il y a une part qui est grotesque et terrible et horrible. Mais c'est pas du tout le ressenti qui est proposé en fait à la lecture. Ça, c'est nous en tant que lectrice ou lecteur, on va se dire c'est affreux. Et en fait, non, les personnages, on est dans quelque chose qui a une nécessité, enfin qui ouais, ok, c'est dur, c'est terrible, mais après tout, si on veut accéder, il faut peut-être en passer par là. Alors, je crois que ça, oui, alors c'est assez juste comme analyse. Enfin, c'est un peu ridicule de parler de ton livre en disant qu'une analyse est juste, mais ce qui m'intéressait aussi, c'était de montrer qu'il y avait chez ce personnage-là, fondamentalement, foncièrement, une espèce de contresens. C'est-à-dire, d'un côté, on a un personnage qui a, pour le dire très très rapidement, à la fois de grandes ressources intellectuelles et qui est dans un milieu de grand intellectualisme, c'est le milieu de la philosophie universitaire, mais aussi un personnage qui fait un énorme contresens, puisqu'il fait basculer ce schéma de philosophie, ce schéma purement intellectuel, qui est finalement un schéma simplement de recherche, il le fait basculer dans une autre grille de lecture, qui est une grille de lecture, elle, d'ordre initiatique. Et en gros, c'est un petit peu comme si aujourd'hui on prenait, je sais pas, on en a reparlé récemment, on prenait le carnet noir, pardon, d'Heidegger, et puis que au lieu de l'étudier avec les armes et les ressources de l'histoire de la philo, eh bien on le voyait comme une espèce de petit bréviaire initiatique, comme une espèce de 5e ou de 6e évangile. Et c'est un petit peu le contresens que fait le personnage, c'est de plaquer partout des modèles initiatiques. Et pour revenir à ta première question tout à l'heure, tu évoquais la genèse du livre, et dans la genèse de ce livre, je me rappelle, je m'étais énormément intéressé à l'orphisme, au mode initiatique de l'orphisme, et ce qui traînait un petit peu peut-être dans un coin de ma tête quand je me suis mis à écrire, c'était de me dire, mais qu'est-ce que ferait un personnage, et plus précisément quelqu'un qui se piquerait de philosophie, qu'est-ce qu'il ferait s'il prenait au pied de la lettre ce qu'il étudiait? Et c'est un petit peu ça. Et c'est peut-être un petit peu le ressort de la folie du personnage, c'est d'être incapable d'avoir à la fois l'approche distanciée, intellectuelle, universitaire en un mot, et d'un autre côté l'approche qui serait une approche de croyant. En gros, ce n'est pas quelqu'un pour qui la vieille ancienne de l'opposition entre foi et raison est ressentie, mais c'est plutôt quelqu'un qui va confondre l'une et l'autre. Et je crois que c'est en partie cette confusion qui pousse dans la folie. Et il y a aussi, pour reprendre la question du mentor dont tu parlais, il y a aussi ce qui m'intéressait, c'était la question du charisme, et en particulier la question de l'inanité du charisme, parce que le personnage sur lequel se projette mon narrateur, si on regarde de près, c'est en fait une espèce de vieux mandarin un peu sclérosé, et on voit, voilà, ça pourrait être un personnage d'un roman de Philip Roth, c'est-à-dire, on voit très bien, ça pourrait être une espèce de vieux satyre salace, ça pourrait être une espèce de vieux mandarin confit dans sa position de pouvoir. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment on pouvait projeter sur des personnages grotesques au départ, on pouvait projeter une espèce d'admiration qui les transformerait en aimant négatif, en aimant noir. On va revenir de toute façon sur cette question vraiment centrale du délire interprétatif, parce que c'est la chose qui est à la fois la plus terrifiante et la plus drôle, en fait. Si on accepte de penser que c'est un roman drôle, ce qui est un pari, hein, mais j'aurais bien aimé qu'on entende un extrait, en fait, si ça te convient. Alors,
Un extrait. Alors, est-ce que je prends un extrait drôle? Enfin, drôle, ce sera une question Voilà, d'interprétation. exactement. Voilà donc, alors très très rapidement pour situer un petit peu le contexte, le narrateur dont on parlait tout à l'heure a suivi donc son maître, son mentor, qui lui propose à lui et à d'autres étudiants une expérience. Alors je mets des guillemets, même 2-3 paires de guillemets, expérience, une expérience in situ dans un hangar lointain, isolé dans la banlieue. Avec de la boue. Avec de la boue, entre autres. Donc, ils se sont tous rendus après un trajet en RER. Donc, on est dans un lieu qui est vraiment très très éloigné des plaintes bien cirées, bien vernies de la Sorbonne. Et ils se trouvent tous dans un hangar. Alors, et le hangar, glacial, plein d'ombre au-dessus des rampes où étaient fixés des spots qui brillaient violemment, allait devenir la salle de classe de cette école du mourir, comme l'avait baptisé PF. PF, ce sont les initiales du mentor en question dont on parlait. Les murs vibraient au vent, répercutant leur écho bourdonnant d'un mur à l'autre, comme un chœur de musique industrielle, plaintif et inhumain en même temps. Le décor, son dépouillement, sa pauvreté même, aurait dû tout de suite nous alerter, nous faire douter des grands mots du maître, de ce programme de mort, plein de gravité et de sérénité. Dans le bâtiment nous attendaient 8 caisses parallèles, au couvercle décloué et posées à terre. 8 caisses. Certaines avec encore des inscriptions fanées, qui avaient dû contenir on ne sait quoi auparavant, quincailleries, comestibles, sacs de sable. 8 caisses, soit 7 plus une pour chacun. 8 fois rien donc, de banales planches mal ajointées, souvent, avec nœuds, gonflements, gondolements d'humidité, tapissées de poussière, sciures et chardes. Cette nudité n'avait pourtant rien d'insignifiant, et tous nous avons tremblé. Je dis nous, car je crois même que les 7 autres demi-vivants avaient comme moi pressenti le drame qui allait suivre. Le drame, c'est-à-dire l'enchaînement réglé d'actions et de procédures que PF allait mettre en branle, et dirigé à la façon d'un metteur en scène autocratique, condamné à faire répéter une troupe d'amateurs pas très dégourdis. Des amateurs qui ignoraient leurs textes et leurs placements, et n'avaient pour eux que de se conformer, ou plus justement de se déformer, eux, leur corps, leur voix, leur être pourtant déjà rabougri et tort, avec la malléabilité de la glaise, aux injonctions et aux coups de PF. Qui, debout, au milieu de cet espace quasi désert, où tout retentissait avec une acuité froide, a fait un pas de côté, laissant apparaître derrière lui le fût strié, cabossé d'un bidon rempli d'une matière inflammable. Un mélange charbon plus essence, bien sûr, mais sur le coup, je ne sais pourquoi j'imaginais une recette plus exotique. Pierre phosphorescente et ardente, concentré de lave. Jamais je n'avais eu l'impression que des gestes tout simples. PF grattant une allumette, la laissant tomber et décrire une courbe doucement arrondie dans la gueule du bidon, puis cet oscillant, se divisant en auto-instants, de micro-séquences qui me semblaient persister interminablement. Des coups de gong. C'est le seul équivalent sonore apte à rendre compte de ce moment de suspens et de crainte. Et, à en juger par les mines pétrifiées des autres, je n'étais pas le seul à les entendre. Bref, je pourrais continuer un petit peu, mais ça vous a donné un petit peu une idée de ce moment-là, une idée du côté que j'ai essayé de rendre, ce côté un petit peu rituel, un petit peu cérémonial, et en même temps le mystère dont tu parlais tout à l'heure. Oui, parce qu'il y a vraiment ce travail sur enfin, la présence d'un décorum initiatique, enfin, voilà, dont là on sent la prégnance qui est pris totalement au sérieux en fait par le personnage et qui est l'un des points. Ce personnage est très étonnant. Je pense que vous vous délecterez, enfin, vous vous êtes délecté, j'espère pour ceux qui l'ont déjà lu, justement de son ambiguïté fondamentale, c'est que il est, comme tu le disais tout à l'heure, il est très intelligent, hein, ce personnage. Il faut pas se leurrer. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui a de réelles capacités intellectuelles, mais qui a, à un moment, dans sa façon d'interpréter les choses, effectivement, voit des signes là où d'autres ne les verraient pas. Et alors, c'est marrant parce qu'à la lecture, ça m'a vraiment fait penser
très vite à une autre forme de délire interprétatif qui a été traité un peu en littérature et au cinéma également, qui est ce qu'on appelle l'érotomanie. C'est quand une femme, peu importe, mais se voit se prend à lire l'ensemble de la réalité, l'ensemble de son interaction avec une personne, comme si c'était une preuve cachée que la personne, en fait, la convoite amoureusement ou sexuellement. Et j'ai trouvé que c'était assez extraordinaire de voir ce mode, en fait, d'appréhension du réel déployé, en fait, donc à beaucoup plus grande échelle, parce que là, c'est plus dans la relation avec une personne, c'est dans le sens d'une destinée, d'un rapport au monde. Mais il y a cette attention minutieuse portée aux signes et à la façon dont quelque chose finalement d'assez neutre ou en tout cas d'extrêmement équivoque ne l'est plus du tout et devient au contraire extrêmement univoque. Et je trouvais qu'il y avait un travail incroyable pour que cette forêt de signes ne soit pas ridicule, parce qu'on pourrait se dire, enfin, une des tentations aurait été de dire, bon, ok, le narrateur il est complètement à côté de ses pompes, il fait n'importe quoi, et en fait, il y a beaucoup de crédibilité dans sa lecture des signes. Donc je me posais la question, enfin voilà, et comment arriver à surfer, enfin c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas à pratiquer tout le long cette frontière ténue entre oui c'est de la folie de façon évidente et non quand même, cette interprétation est après tout possible. Enfin, Alors, je crois que ça. Bon, déjà, je suis content. Déjà, c'est extrêmement flatteur, là encore, que ça fonctionne comme ça. Alors, je crois que ça tient peut-être à deux choses. Ça va tenir d'abord, je pense, peut-être aussi à nos habitudes de lecture. On est, enfin, on a beaucoup été nourris par j'allais dire, par les grands délirants. Bon, je pense à Artaud, bien sûr, je pense à Strindberg, bon, à Léon Bloy aussi. Ce sont des gens qui sont des lecteurs, qui voient du texte partout. Et le fait est, et peut-être à plus forte raison encore, en France, on a été nourris par ces délires interprétatifs-là. On pourrait citer aussi un Alain Robbe-Grillet également. Donc il y a déjà cette idée que la littérature telle qu'on peut la lire aujourd'hui, est une littérature qui s'abreuve ou qui prétend s'abreuver à ses sources, va postuler immédiatement le monde comme un texte. Donc l'idée que ce n'était pas nécessairement ridicule de faire ça. Enfin. Donc ça, c'est peut-être le premier point, cette espèce d'arrière-plan littéraire qui fait qu'on a cette habitude de voir dans des livres le monde considéré comme un texte. Et il me semble que le deuxième point aussi, c'est que, alors on a parlé effectivement du milieu universitaire où ça se déroulait, on pourrait parler rapidement des milieux géographiques, c'est-à-dire on a la province et Paris, et une province et un Paris contemporain. Et alors je vais faire un petit peu de sociologie à deux balles, mais on est quand même dans un monde, dans une époque où tout est signe, tous les murs sont tapissés en permanence de signes, où notre propre habitude, pas seulement en tant que lecteur, mais en tant que piéton de Paris, comme disait l'autre, en tant simplement qu'usager du métro, c'est de voir des signes partout. Et finalement, au bout du compte, avec ces immenses publicités qu'on observera partout, la frontière est diluée entre, pour le dire très vite, entre la publicité elle-même et le support de la publicité, le mur du métro qui va la supporter. Donc les signes débordent, les signes sont vraiment partout, l'écriture n'est pas seulement limitée au cadre, je sais pas, au cadre d'une publicité, elle va s'étaler sur le mur qui est à côté. Donc on a ces réflexes de lecture-là. Ce qui fait que si je voulais pousser les choses de manière un peu provocante, je dirais que nous sommes tous aussi cinglés que mon personnage. On est tous habitués à lire, à déchiffrer le monde comme ça. Alors évidemment, il y a des degrés, il y a des... Enfin, j'ose espérer qu'on n'est pas tous comme ce personnage-là. De toute façon, si on serait invivable, et on finirait tous à Sainte-Anne. Mais... en ayant fait quelques crimes au passage. Oui, tant qu'à faire, voilà, autant mettre un peu de sang là-dessus aussi. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi une tournure d'esprit ultra interprétative dont nul n'est vraiment indemne. Il ne s'agit pas de les juger, cette tournure-là. Il s'agit tout simplement encore une fois, de dire que ce qui était... alors pour faire, après avoir fait de la sociologie à deux balles, peut-être faire un peu de la théorie littéraire à deux balles, mais dire que la littérature qu'il y a, je sais pas moi, disons avant le 19e siècle, avant le romantisme, était un petit peu un précaré ou une chasse gardée,
certaine élite pour dire vite, est devenu un mode de pensée, un peu généralisé. L'habitude de voir des signes, l'habitude de les déchiffrer, l'habitude, à partir de ce déchiffrement, d'essayer d'utiliser ces petites fictions pour orienter sa vie, est devenu quelque chose de beaucoup plus généralisé. Et c'est peut-être aussi un peu ça que veut dire ce livre, c'est que finalement, quelle est la névrose ou la psychose, je sais pas quel est le bon terme, de mon personnage, c'est que c'est un lecteur qui ne s'arrête jamais de lire. C'est un lecteur qui, une fois que le livre est refermé, ne va pas se dire bon bah là je vais faire autre chose, je sais pas, je vais me brosser les dents ou n'importe quoi. C'est un lecteur qui va continuer à lire en se brossant les dents, en prenant le métro, en vivant, en buvant, en aimant, etc. quoi. Et c'est peut-être là, dans cette espèce d'extension du domaine, non pas de la lutte, mais de la lecture, et d'extension infinie du domaine de la lecture, qu'il y aurait une des racines de la folie du personnage. Alors, ce que je trouve fascinant, c'est que, j'aime beaucoup, cet abîme qui se dessine en fait en disant cette folie interprétative, elle vient effectivement de pousser la logique de la lecture à un extrême. Et c'est ça qui contamine en fait Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que il y a quand même un certain nombre de... Et là, peut-être que moi-même, je fais du délire interprétatif, hein, bien entendu, mais parce que je suis aussi un lecteur, hein, pas comme ça. Hein, mais il y a des portes, des petits endroits qui sont ouverts pour se dire, mais est-ce qu'on n'est pas dans une dimension fantastique? Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité que derrière, ce soit pas juste du délire? C'est que il n'est peut-être pas seulement fou, il y a peut-être vraiment des choses qui se sont passées, et notamment parce que ce terme, je pense que le titre est pas neutre du tout, hein, possession en pluriel, il y a la question de la contagion de ce délire interprétatif, c'est-à-dire le moment où finalement le délire du narrateur est suffisamment puissant, suffisamment convaincant presque, ou en tout cas ouvre des portes de conviction pour que d'autres enquêteurs policiers, journalistes commencent à se dire mais c'est quand même très troublant tout ça. J'aime bien le moment où ça ouvre d'autres portes, disant peut-être que... Alors c'est peut-être un peu la... C'est peut-être un peu, ouais, non, c'est la question du délire, car comment... Alors, je me suis pas posé la question en termes psychanalytiques, mais par de délire, je repensais un peu à ce qu'a pu écrire Pierre Bayard sur le délire. Je m'étais plutôt posé la question du point de vue de la prophétie, mais finalement c'est la même chose, c'est-à-dire comment comprendre un discours qui sera un discours délirant ou un discours prophétique. Il y a deux façons, où on se met à distance. Nous, on se met à distance, c'est-à-dire on écoute ce discours, on hoche la tête poliment parce qu'on est comme en face d'un cinglé, on n'a pas envie de se prendre un coup, mais on reste vraiment à distance, ou alors on se dit, je vais essayer de comprendre les ressorts, je vais essayer de comprendre les rouages, et je vais rentrer dans ce délire. Le problème, c'est que rentrer dans le délire, d'une façon ou d'une autre, eh bien, c'est, alors pas nécessairement l'approuver, mais c'est lui reconnaître une forme d'existence. Et on est dans une espèce d'impasse, c'est-à-dire où on nie totalement le délire, c'est-à-dire on lui accorde aucune légitimité, on se dit tout simplement bon bah voilà, il faut enfermer ce type-là parce que ses symptômes sont gênants pour l'ordre social, mais après le reste qu'il en dit, ses discours, ses architectures et tout ça, on s'en fiche éperdument. Ou alors on va essayer de comprendre comment ça fonctionne, mais essayer de comprendre d'une façon ou d'une autre, eh bien c'est y participer. Et c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu ce qui se passe avec une prophétie aussi, c'est-à-dire où on estime que le prophète est un fou absolu. Dans ce cas, on le laisse parler, on le tient à distance derrière un cordon sanitaire, histoire d'éviter qu'il ne provoque des catastrophes. Ou alors, on écoute un petit peu sa parole, et à force d'écouter sa parole, eh bien, on finit par rentrer dedans. Enfin, donc c'est un petit peu comme s'il il y a pas nécessairement d'alternative, ou alors s'il y a un juste milieu entre les deux, ce juste milieu-là, ce serait peut-être là que se situe la fiction littéraire, c'est-à-dire la possibilité d'accepter un délire, la possibilité d'accepter l'immersion dans un délire, tout en se disant à chaque phrase, à chaque mot, mais attention, c'est du faux, c'est de la fiction. Enfin, donc voilà, c'était peut-être un petit peu ça, cet entre-deux très très fluctuant entre le refus et l'acceptation, l'adhésion et la distance qui m'intéressait. Et puis aussi peut-être le fait que
lire d'une certaine façon, et ça, Pascal Quignard en parle très bien dans Sexe et l'effroi. Lire, c'est aussi rentrer dans une relation de possession, et cette fois au sens sexuel. C'est donc accepter d'être possédé à un moment. Simplement, les différences entre la lecture d'un roman, la lecture d'un texte et la folie telle que peut être celle de mon personnage, c'est qu'à un moment, on referme le texte, on passe à autre chose. Tandis que dans le cas de mon personnage, on continue à lire sans cesse, donc à se laisser posséder et à être dans cette relation-là. Et c'est une des choses, je trouve que Possession, voilà, sous forme de roman, fait aussi formidablement une sorte d'exégèse de ce que peut être la nature du questionnement que propose en littérature, mais plus généralement le fantastique. Parce qu'il y a vraiment ce travail, enfin le fantastique classique, enfin le fantastique, ce que Judith Chandler appelle le fantastique qui parle trop, enfin donc le fantastique classique qui te déverse des tombereaux d'épithètes et tout pour te faire sentir à quel point la situation est exceptionnelle. Donc il y a l'opposé de Possession qui de ce point de vue-là est très très maîtrisé. Mais dans ce fantastique classique, mettons celui de la deuxième moitié du 19e, il y a énormément de personnages qui sont des fous. Enfin, où à la fin, la solution choisie par le romancier justement pour chier, c'est que c'était un fou qui parlait. C'est pour ça que et dans des fables fantastiques authentiques, il y a des fous qui jouent des rôles clés. On pense au rôle de l'asile dans Dracula, enfin ce genre de choses qui est un texte emblématique. Et je trouvais que pour le coup, Possession joue étonnamment du côté du trop peu. C'est-à-dire qu'il y a des moments où personne ne fait jamais de confession en disant non mais je suis un dépositaire du savoir des grands anciens. Mais il y a vraiment dans son délire mystique, interprétatif, où tout devient signe, une appropriation de ce fantastique justement qui est toujours souterrain, qui se passe par initiation mystique, qui n'a rien apparaît au grand jour. Et je trouve que et bon alors là faut aussi que j'essaie de dire ça sans dévoiler la troisième partie en fait du roman. C'est ce qui ouvre la possibilité de la contagion. C'est que si c'était de la pure folie visible, reconnaissable en tant que telle et tamponnable de façon objective, ça va, c'est juste un fou qui délire. C'est qu'il y a quand même des interstices, des zones où quelqu'un de rationnel, par ailleurs, un enquêteur peut se dire oui, mais il y a quand même quelque chose de bizarre là, et donc il y a contagion de cette folie interprétative. Ouais, contagion et même alors effectivement il y a du fantastique et je dirais même qu'il y a ce fantastique classique pour reprendre l'expression avec un petit peu tout son attirail. Il y a une balade visionnaire dans Paris. Il y a il y a un crime. Il y a il y a aussi la transformation un petit peu Lovecraftienne d'un lieu a priori complètement anodin, la province française, en une espèce d'arrière-plan pour des sabbats. Bref, il y a un peu toutes ces sortes de choses là, qui appartiennent vraiment, j'allais dire, au fantastique stricto sensu, en tant que cortège lieux, de motifs et de thèmes assez reconnaissables. Mais j'ai aussi essayé d'y glisser quelque chose qui me paraît être de l'ordre du fantastique et qui repose sur ce que, par exemple, un Léon Bloy ou un Ambrose Bierce appellerait l'incertitude sur l'identité, c'est-à-dire que possession est au pluriel, mais il pourrait être aussi, enfin, il faudrait, voilà, on parle beaucoup d'écriture inclusive, il faudrait inventer une écriture négative, c'est-à-dire, je sais pas, mettre une croix sur possession, sont aussi des personnages vides. En tout cas, le personnage principal, le narrateur, est un personnage vide et qui se remplit d'un petit peu tout. Et de n'importe quoi. Et de n'importe quoi, oui. Et surtout même de n'importe quoi. Une impétence pour le n'importe quoi délirant. Mais je crois que c'est ce vide du personnage, le fait que ce soit une silhouette entièrement vide. Et pour combler ce vide, il va y avoir la volonté de faire rentrer j'allais dire des formes fortes, des individualités fortes, d'autres identités fortes, dont il va se remplir et qui vont former, pense-t-il, croit-il, hélas pour ceux qui l'entourent, sa propre identité.
Et je pense que ça, pour le coup, c'est un des traits fondateurs, un des traits essentiels du fantastique. Alors qu'il s'agisse de figures comme ben, voilà, la figure du vampire, le vampire de Polidori, le vampire de Bram Stoker, qui sont d'abord des figures vides, qui ont besoin de se remplir physiologiquement de sang, quoi. Qu'il s'agisse simplement De vie des autres. voilà, la vie des autres, qu'il s'agisse du fantastique, bon c'est un peu la tarte à la crème, mais le fantastique c'est l'indécision entre le réel et l'irréel, là encore il y a un vide à combler, le vide de l'incertitude, ou qu'il s'agisse pardon, tout simplement d'Edgar Poe, de Parler de folie, je repensais à une nouvelle de Poe, le système du docteur Goudron et du professeur Plume, où là encore ce n'est pas tant le fait qu'on soit fou ou qu'on ne soit pas fou qui est le problème, mais c'est le fait qu'on soit entre les deux, qu'on ne sait pas si oui ou si non. Enfin, c'est-à-dire, c'est toujours cette espèce de vide, cette espèce de béance, et je veux dire, de manière physique, les lois de la physique sont telles que la nature ayant horreur du vide, il s'agit toujours de combler ce vide-là. Enfin, et je pense que c'est ce qui fait peut-être le lien entre le lecteur de possession, le personnage d'enquêteur de la dernière partie dont tu as parlé, le personnage central, ce narrateur qui est fou, c'est cette conscience extrêmement aiguë d'un vide et cette conscience extrêmement aiguë de l'appel d'air que provoque le vide. Donc il faut le remplir, et pour le remplir, ben, on se laisse contaminer, on se laisse posséder, ou s'auto-possède, ce qui est un petit peu la même chose. Et pour revenir un petit peu aussi sur cette question de fantastique, ce qui me paraissait aussi intéressant, c'était le fait que le fantastique s'inscrit dans une filiation qui est la filiation surréaliste. Et qu'est-ce que le surréalisme, sinon une façon de déchiffrer le monde, en particulier les villes, comme un grand texte délirant, et un grand texte délirant, mais aussi un grand texte terrifiant. Ce qui m'amusait un petit peu, et notamment dans la partie sur Paris, c'était de revenir aussi à cette racine du fantastique qui était, bien voilà, la réalité s'écaille, un peu comme dans la chute de la maison Usher, la grande fissure de la chute de la maison Usher, elle s'écaille, et qu'est-ce qui apparaît à travers la fissure Eh bien, c'est non pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la terreur, le monstre, mais hein, c'est là encore le vide, le point d'interrogation, ou encore, pour prendre un autre exemple de fantastique classique, bon, postérieur à la deuxième partie du XIXe siècle, pour reprendre Lovecraft, Lovecraft, qu'est-ce qui est vraiment terrifiant chez Lovecraft? Ben, ce ne sont pas ces grands anciens-là qui ne sont pas décrits, mais c'est justement l'impossibilité de les décrire. Ce sont les angles impossibles, la géométrie impossible de Lovecraft. Voilà, bon, donc on pourrait continuer longtemps, mais là encore, c'est ce qui m'intéressait, c'était ces moments où la fissure dévoile non pas des squelettes avec leurs breloques ou des fantômes avec leurs draps plus ou moins déchirés, mais le moment où la fissure dévoile une autre fissure qui a encore en elle-même une fissure, et ainsi de suite, dans un appel d'air gigogne et quasiment infini. Voilà, c'est un peu ça qui m'intéressait aussi. De ce point de vue-là, enfin, je trouve ça extrêmement réussi parce que c'est voilà, c'est un texte qui, sous une forme ramassée, hein, assez compacte, il est court, une grande densité, et qui ouvre en permanence des espaces comme ça, oui, d'indicibles. Enfin, donc au sens presque Lovecraftien du terme, effectivement, on va se dire, mais ah, c'est pas possible, là, j'ai du mal lire, c'est pas ça qui est en train de se passer ou de se dire ou de se penser. Et pourtant, peut-être bien que si, quoi. Donc il y a une puissance de, il y a plein de petits abîmes qui s'ouvrent sous les pas en fait du lecteur, parce que le narrateur, lui, c'est indécidable. Hein. Enfin, ce qu'il est dans ce pur délire interprétatif, qui est a priori, c'est le cas. Enfin, c'est ce qu'on va se dire à la fin pour se rassurer, hein, parce que sinon c'est la contagion généralisée. Si on commence à ajouter un tout petit peu foi à ce qu'il raconte. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de... Alors je l'ai dit au tout début, mais c'est pas une critique, hein, c'est plutôt un énorme compliment, c'est qu'il y a beaucoup de perversité dans cette façon d'agencer les choses justement les unes à l'intérieur des autres et d'ouvrir des... Quand on croit que non, bah, c'est bon, cet abîme, là on l'a franchi, il y en a un autre qui s'ouvre, et pour culminer, parce qu'en fait il y a du suspense, c'est pour ça qu'on tourne autour hein, depuis tout à l'heure, pour pas dire comment ça se termine, parce que en fait c'est un thriller, hein, en réalité. Oui, il y a quelque chose du thriller. Et alors, pour revenir sur cette question de perversité, avant peut-être de passer au thriller,
Il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre du pervers, mais alors je sais pas s'il s'agit de perversité, j'allais dire clinique, psychanalytique, là j'avoue que je connais pas grand-chose, mais en revanche il y a peut-être de la perversité au sens vraiment étymologique du terme, c'est-à-dire un per ou je sais plus trop ce que c'est en latin, mais tourner, biaisé toujours un petit peu dans le mauvais sens ou dans un sens un petit peu inattendu, d'avoir toujours une espèce de torsion, c'est-à-dire que les choses ne se passent pas complètement à l'opposé de ce qu'elles devraient être, elles se passent un peu comme elles devraient se passer. Alors pour prendre un exemple, pour sortir un petit peu de l'abstraction et de mes propres délires étymologiques, pour prendre un exemple, voilà une province française qui est la province un peu imaginaire, un peu chabrolienne, bref, celle qu'on a un petit peu tous en tête, et dont on se dit tous, ben voilà, sous le couvercle de la marmite, qu'est-ce qui peut bouillir? Et on s'attendrait à ce qu'il y ait, je sais pas moi, une espèce d'intrigue, bon, un peu crapoteuse, mais à la Dutroux, à la Roman, bref, le genre de faits divers un peu atroces qu'on lit tous les 4 matins ou qu'on lit tous les jours si on est encore abonné au Nouveau Détective. Poulet au vinaigre. Par exemple, voilà, exactement. Et ce qui m'intéressait, c'était justement là la perversion, là un petit peu le détournement, c'est de se dire, ben voilà, prenons ça comme postulat, effectivement, supposons que le lieu apparemment sans signe distinctif, sans signe caractéristique net, soit en fait une soupape sur un bouillonnement de machins pas très joli, mais disons que ces machins pas très jolis, soit en fait de l'ordre de la terreur ou du fantastique. Donc voilà, c'est peut-être un peu là que je placerais la perversion, c'est-à-dire de partir d'un postulat accepté dans l'imaginaire, cet imaginaire de la province, ou là encore ce dont on parlait tout à l'heure, cet imaginaire un petit peu d'université comme une série d'échelles graduées de relations de pouvoir. Poussons-le un petit peu jusqu'au bout et ainsi détournons-le. Et je pense que c'est peut-être là qu'on peut parler de perversion. Enfin, et donc sinon pour cette idée de thriller, c'est effectivement voilà, j'avais envie d'aller aussi d'aller un petit peu vers le crime un peu gore, un peu trash, mais non pas de le faire venir ou comme un cheveu sous la soupe, ou alors comme au contraire comme une donnée de départ dont après on tirerait les fils, mais plutôt d'en faire une espèce d'aboutissement étape par étape d'une certaine logique, et de proposer au lecteur, ben là encore un choix peut-être pas très facile, c'est-à-dire où on reste à l'extérieur, et auquel cas on est dans une histoire atroce, délirante, qui est justiciable simplement de la camisole chimique, de l'enfermement à perpétuité, ou alors on rentre un petit peu dans cette logique et ben, bon gré mal gré, on finit par se dire, bah oui, ça devait se passer comme ça, il fallait que ça se passe comme ça. Et je me dis que là où il y a peut-être une forme de perversité de ma part, et j'y viens, je l'avoue, il y a peut-être une forme de perversité, c'était de communiquer au lecteur peut-être ce sens ben voilà, ça devait arriver comme ça, donc quelque part, chez quelques personnes, il y aurait une logique qui devrait aboutir nécessairement à ça. Et si on se dit à un moment nécessité, fatalité, c'est qu'on finit peut-être par l'accepter. Voilà. Je vais te demander de lire un deuxième extrait, mais je voulais dire, ouais, ce roman fonctionne fabuleusement dans ce sens-là. C'est qu'il y a vraiment une... Oui, alors, pas du tout au sens psychanalytique, mais perversité au sens joueur aussi, au sens justement, il s'agit quand même de donner, et je vais oser le mot, hein, de donner du plaisir en fait à la lectrice et au lecteur, en déjouant ses attentes qui sont construites par tout même si c'est propre à chacun, par tout un truc, il y a des marqueurs où ça va entraîner une certaine façon de penser, et de retourner cette logique, et qu'à la fin, effectivement, on se dise, ouais, c'est vrai que ça devait se passer comme ça, malgré tous les éléments qui me faisaient penser autrement, en fait, à un moment. Et de réussir ça sur une forme aussi compacte, c'est un beau travail, justement, de maniement de la technique, enfin de la technique du roman, enfin de ce qui fait qu'on arrive à surprendre un lecteur, même un lecteur ou une lectrice blasée qui en a lu
des centaines, enfin de thrillers, de romans fantastiques, donc qui s'attend à des choses, et pourtant c'est pas ça qui se passe, c'est autre chose, et ça a sa nécessité. C'est-à-dire que c'est pas justement bon, et comme voilà, j'ai coché toutes les cases de ce à quoi vous attendez, je fais autre chose et puis c'est tout. Non, ça tombe parfaitement en place. Donc il y a vraiment un petit côté, on va dire pourquoi petit, un côté tour de force littéraire, quoi, qui est pervers, machiavélique, vicieux. Enfin, Je crois qu'il y a pas de plaisir, mais je crois vraiment qu'il y a une jouissance de la perversité. Je repensais à, parce qu'on parlait de fantastique, je repensais au démon de la perversité de Poe. Vraiment dans le démon de la perversité, c'est vraiment cette idée, est-ce que je vais finir par faire ce qui, moi, va me nuire? Mais c'est précisément dans cette espèce de flottement, dans le moment où on est juste sur le seuil, juste sur ce moment qui prélude juste au moment où on va accomplir l'indicible, où on va accomplir la chose atroce. Il y a une forme de jouissance là, il y a une forme de jouissance parce que tout est encore ouvert, hein. Tout est encore possible. Et voilà, au-delà de la perversité, de toute façon, je pense, le mécanisme tout simple du désir, quoi. Il reste encore quelque chose à faire, d'où plaisir de l'anticipation, hein. Donc voilà, peut-être il y a aussi cette idée d'une jouissance de la perversité, hein. Et peut-être aussi, pour en rester encore sur ces idées de la perversité, cette idée des attentes peut-être déjouées comme ça, hein, c'est qu'elles sont à la fois un petit peu déjouées, hein. Je suis très très flatté que tu les analyses ainsi, mais elles vont être aussi comblées. Parce que quelqu'un qui voudra du thriller bien sanguinolent, il va quand même trouver un crime où il y a du sang dedans, hein. Donc voilà, il y a ce côté un peu rétribution aussi, hein. Donc voilà, tu voulais que je lise peut-être un autre passage, un passage d'une tonalité un peu différente, enfin, mais à ton envie. De le trouver. Oui, alors peut-être, puisqu'on va parler un petit peu d'humour, alors on va voir si c'est de l'humour. Donc, en 2 mots rapidement pour le contextualiser, la petite province dont je parlais, la petite ville de province, une ville que je ne désigne que par une initiale, M. Et il se trouve que mon personnage se trouve enlisé à M dans une espèce de vie répétitive, extrêmement morne. Et il participe un petit peu à toutes les festivités du lieu, et en particulier à la grande braderie du lieu. Donc c'est voilà, ce passage que je vais lire. La grande braderie de M, où toutes les rues sont livrées à l'exhibitionnisme et au mercantilisme, ce que plaquettes et affiches traduisent par les vocables animation pittoresque, a sans doute écoulé ses habituels monceaux de cochonailles et d'ustensiles ménagers, ses hectolitres de vin aux épices. Les stands saveurs et traditions du monde ont sans doute vendu des dizaines de matrioshkas ou de boules à neige suédoises. Mais la braderie m'a surtout permis de rencontrer mon destin, lequel m'attendait dans un des nombreux bacs en plastique vert passé et ébréchés sur lesquels veillait un homme à l'âge indistinct. Il tenait du vieux hippie mal repenti, pendentif d'où tombait, sur sa poitrine découverte et ascétique, une grosse perle irisée, manteau poncho bariolé de flammes stylisées, et du dealer aux aguets, regard sournois, geste furtif. Je ne sais si c'est l'éclat criard de son drôle de bonnet de peluche rose fluo, enfoncé jusqu'aux oreilles, qui m'évoquait tantôt une tiare, tantôt une chapka, et qui m'a attiré vers le petit carré de bitume qu'il occupait avec ses marchandises. Peut-être s'agissait-il d'un phénomène purement physique, l'absence de badaud devant ses bacs ayant ménagé un espace vide dans la foule dense des promeneurs, et produit un effet d'aspiration, un appel d'air qui m'aurait happé. Je regardais son étal sans penser à rien, d'un œil qui devait sans doute être aussi éteint que la perspective que m'offrait le reste de la journée. Poursuivre mon errance parmi le peuple des déjà morts de M, devenir un peu plus comme eux, me coucher comme un gisant avec elle est la femme avec qui mon personnage a une liaison, me coucher comme un gisant avec elle et sentir mon énergie, ce qu'il en restait plutôt, continuer à décroître entre ses bras. Lampe à huile en poterie vernissée en forme de phallus ou de vulve. Croix avec une boucle en guise de sommet, médaillon où s'encadraient des touffes de cheveux. Le fatras du colporteur au bonnet rose était littéralement innommable. Des raclures de grenier,
et je comprenais pourquoi personne ne stationnait à mes côtés. Mais j'ai aussi vu autre chose. Un livre, mon destin. Un livre, levé dans son bac. Je ne voyais soudain plus que lui, comme si, tout à coup, la grande braderie, ces tourbillons de flâneurs, isolés ou en petits agrégats bruyants, s'étaient éclipsés, ou plus exactement étaient passés à l'arrière-plan, gravitant, selon des lois impénétrables et des orbites complexes, autour de ce livre d'occasion, devenu centre du monde, et que signalait, fanion à l'usage des égarés comme moi, le bonnet rose éclatant du vendeur. Voilà. Enfin, pour conclure peut-être, avant de poursuivre les conversations autour de quelques vers, voilà, je voulais dire, pas seulement pour une notion mercantile, mais que en à peine plus de 100 pages, Possession est une sacrée démonstration de ce que peut faire la littérature, de la façon dont elle peut jouer de différents registres, en fait, de façon très compacte, pour justement créer ce moment de flottement, de trébuchement, où on se demande un petit peu, mais c'est quoi lire et donc, du coup, ça en fait pour vous, bien entendu, un moment particulièrement agréable, mais c'est aussi un cadeau idéal. C'est ça que je voulais dire, en fait. Donc il faut pas hésiter à en acheter 5 ou 6 pour les offrir. Offrez-le, faites-le vraiment. Bah, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, Damien, d'avoir accepté cette invitation. C'est vraiment un roman particulièrement puissant et vraiment, je suis très heureux que tu aies accepté de venir. Donc, merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci.